Bienvenue sur Géopolitis. Tout le monde connaît l'Union européenne, on l'apprécie ou pas cette union, en tout cas, c'est une réalité. Eh bien, une autre réalité géopolitique, il va bientôt y en avoir une autre avec l'Union eurasiatique, l'UEA, l'Eurasie, c'est le grand dessein de Vladimir Poutine. Et dès le 1er janvier de l'année prochaine, cette union, elle va exister avec 3 pays, la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Donc, 3 pays fondateurs pour cette Union eurasiatique, 3 et pas 4. Ce 4e partenaire qui fait défaut, eh bien, c'est l'Ukraine. On ne peut pas comprendre tout ce qui s'est passé depuis 5 mois en Ukraine, à Kiev, à Sébastopol, en Crimée ou à Donetsk chez les séparatistes, sans rappeler que l'idée forte, voire même l'obsession du maître du Kremlin, c'est le retour, non pas à un empire soviétique, mais à une Russie forte, territorialement, économiquement, et qui soit suffisamment structurée pour, d'une part, faire jeu égal avec l'Union européenne, et d'autre part, contrer l'avancée de la Chine. Or, c'est le point fondamental, sans l'Ukraine, sans son économie, l'Union eurasiatique ne pèse plus très lourd. Entre autres raisons, voilà pourquoi Poutine n'a pas digéré les velléités pro-européennes de Kiev. Voilà pourquoi, quelles que soient les suites données, par exemple, à l'affaire du missile qui a touché le Boeing de la Malaysian Airlines, eh bien, il s'en tiendra à son grand projet d'Eurasie. D'ailleurs, c'était le 29 mai dernier, solennellement, on signait l'acte fondateur de l'UEA avec 3 parrains sur les fonds baptismaux, en l'occurrence dans la grande salle des cérémonies d'Astana, les présidents de Russie, de Biélorussie et du Kazakhstan. 3 membres fondateurs auxquels devraient s'ajouter plus tard, mais nul ne connaît la date, l'Arménie, le Kyrgyzstan et peut-être le Tadjikistan. Le 1er janvier prochain, donc, ce sera les grands débuts de l'UEA. Et à quoi va-t-elle ressembler, cette union? Bien, en premier lieu, ce sera un espace géographique immense, 20 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la superficie de l'Union européenne. Mais, avec un PIB, un produit intérieur brut, 7 fois moins élevé. Principal moteur de cette union, bien sûr, la Russie, 144 millions d'habitants, la Biélorussie, beaucoup plus petite, 9 millions et demi et de citoyens, et puis le Kazakhstan, riche en uranium, en gaz et en blé, avec une population de 17 millions d'âmes. Alors si on y ajoute le Kyrgyzstan et l'Arménie, et si l'on fait abstraction de l'Ukraine, tiens, comme c'est curieux, on arrive presque à un retour aux frontières de l'ancienne URSS. Ainsi, se présente le grand dessein de Vladimir Poutine, l'homme qui veut redonner toute sa fierté et toute sa grandeur à la Russie. À la vérité, on n'a jamais vraiment compris ni qui était l'homme, ni comment il avait pu si vite se retrouver à la tête de son pays. Simple agent du KGB, d'abord à Leningrad, puis à Dresde, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, le voilà de retour à Leningrad, à la chute de l'URSS, nommé adjoint du directeur de l'université. Le maire de la ville le remarque et en fait son chef de cabinet. Habile, Poutine sait se maintenir à égale distance entre conservateurs et réformateurs. Le voilà qui rejoint le cabinet de Boris Yeltsin, lequel en fait son homme de confiance, alors que différents clans se disputent le pouvoir dans le dos du président de la Fédération de Russie. Devenu le dernier Premier ministre de Yeltsin, Poutine se profile comme le seul candidat aux élections présidentielles qui soit acceptable par toutes les parties. À lui le pouvoir et à lui seul face aux oligarques qui gardent le contrôle de l'argent, mais à condition de ne pas faire de l'ombre au maître du Kremlin. Les affaires Berezovski ou Khodorkovsky sont là pour en témoigner. Poutine peut alors s'atteler à ce qu'il réussit le mieux, faire du nationalisme une arme économique et politique, se laisser médiatiser à outrance, ici et partout, enflammant à loisir l'âme russe enfin sortie de son carcan communiste. Ainsi se profile Vladimir Poutine, président pour un 3e et peut-être un 4e mandat, au pouvoir théoriquement jusqu'en 2024. La Russie est au bord de la récession. Avant même la crise ukrainienne, on observait en Russie un ralentissement significatif de l'économie. En raison des diverses sanctions internationales prises depuis le début de la crise à l'encontre de Moscou, l'avenir est encore plus sombre. Le rouble a perdu 12% de sa valeur par rapport à l'euro. La Banque de Russie
a dû puiser plus de 15 milliards de dollars dans ses réserves pour soutenir la monnaie locale. Et voilà que les grands programmes de privatisation sont sur le point d'être durablement retardés. La compagnie Aeroflot, le géant pétrolier Rosneft ou l'opérateur de télécom Rostelecom doivent être privatisés et rapporter normalement l'équivalent de 50 milliards de dollars à l'État sur les 5 années à venir. Dans ce climat d'incertitude et redoutant encore plus de sanctions, les investisseurs auraient retiré près de 70 milliards de dollars du pays, et ce, depuis le début de l'année. Tout aussi inquiétant, mais cela n'est pas nouveau, on sait qu'en Russie, sans le gaz et le pétrole à destination de l'exportation, l'économie s'effondrerait totalement. Quant à la démographie, et cela est important en termes économiques, elle est tout simplement en berne. Le pays ne cesse de perdre de sa population, 149 millions d'habitants en 1991, dernière année d'existence de l'URSS, et 143 millions actuellement. L'invité de Géopolitis, Arnaud Leclerc, qui est l'auteur d'un ouvrage tout récent qui s'intitule « La Russie, puissance d'Eurasie ». Nous y voilà, vous avez bien connu même l'Union soviétique, vous avez assisté à la chute, vous avez suivi tout ce qui s'est passé en Russie. Alors, on va commencer par l'actualité. En Ukraine, qu'est-ce qu'il a dans la tête, monsieur Poutine? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi? L'homme n'est pas facile à décrypter. Au moins, il a un message clair depuis des années. Il dit depuis des années, je ne veux pas que l'OTAN s'approche trop de nos frontières. Or, si on regarde l'élargissement de l'OTAN pendant toutes ces dernières années, c'est exactement ce qui s'est passé. Et il a laissé faire malgré lui? Il a laissé faire, mais 2008 a été le premier point de résistance avec l'Ossétie et l'Abkhazie, où là, il a dit clairement stop, ça suffit, à sa façon, un peu brutal sans aucun doute. Mais ça a été le premier moment où il a vraiment réagi de façon très vive. Et finalement, son discours était très clair. Quant à l'homme, c'est très difficile de savoir jusqu'où il veut aller. Alors là, l'Ukraine, très clairement, il dit jamais l'Ukraine ne fera partie de l'OTAN, c'est trop près de chez moi. En tout cas, il fait très clairement monter la pression jusqu'au bout. Ouais. La question, c'est que veut dire jusqu'au bout pour lui? À mon avis, il veut quand même essayer d'arriver à un compromis, in fine, avec les Occidentaux. La question, c'est est-ce qu'il joue pas un jeu très dangereux? Parce que peut-être que les Occidentaux, Européens et Américains, dans ce cas-là, ensemble, ne voudront plus ce compromis. Alors, la Crimée, il l'a voulu et il l'a eu assez facilement. Est-ce qu'il veut vraiment le contrôle de l'Est de l'Ukraine ou est-ce que simplement il essaye d'intimider? Pour l'instant, ce qu'il a dit, plutôt, c'était que l'Ukraine devienne un État, un peu une fédération ou une confédération, en donnant une certaine marge d'autonomie à l'est de l'Ukraine et respecter le russe, la langue principalement parlée à l'est, alors que l'ouest est un ukrainien beaucoup plus teinté de polonais. Maintenant, les 2 tiers de la richesse de l'Ukraine, grosso modo, c'est à l'est. Donc, qui dit donner davantage d'autonomie à la partie est du pays, dit pour Kiev et pour l'ouest du pays, perdre une bonne partie de leur capacité, bien évidemment, et de leur richesse. Sachant que depuis, grosso modo, 2009, l'Ukraine est dans une situation pas de faillite, mais enfin, en tout cas, une situation financière extrêmement difficile. Est-ce que pour comprendre le personnage Poutine, on doit admettre que quelque part, il s'est senti trahi par l'Occident? La réponse est oui. Sans vouloir lui donner forcément raison. Non, mais la réponse est oui, très probablement. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu moins débattu en Europe, ce que vous venez de dire, est très clairement débattu aux États-Unis, en Russie bien évidemment, mais même aux États-Unis. Un article qui vient de sortir en octobre dans la revue Foreign Affairs, qui dit très clairement que la situation en Ukraine, selon en tout cas cet analyste américain, est le résultat d'une provocation finalement de l'OTAN et des Européens et des États-Unis. Donc oui, si vous voulez, pour essayer de comprendre, en tout cas, Vladimir Poutine, il faut essayer de voir qu'il a déjà une vision de la Russie qui est sur les temps longs. Il a une vraie vision géopolitique, ça je crois que c'est indéniable. C'est-à-dire que pour lui déjà, il a fait des tas de rapports, si vous voulez, à ce sujet. Il exprime aussi bien son attachement à la Russie des tsars. Il a quand même fait revenir le corps ou les cendres, en tout cas, de certains généraux de blancs, comme le général Denikin. Donc il réhabilite. Hein, donc il réhabilite. À la fois, il reconnaît complètement l'Union soviétique comme étant la force majeure et un élément de l'histoire qu'il intègre complètement.
Il intègre également complètement la religion orthodoxe, qu'il contribue à lui donner, disons, un rôle très important dans le renouveau de la Russie, le maintien de certaines valeurs, et bien évidemment aussi peut-être un petit peu certainement de propagande de son côté. Donc il essaie, si vous voulez, de faire une synthèse assez impressionnante sur le long terme de la longue Russie éternelle. Est-ce qu'il s'est senti trahi? La réponse est probablement oui. Vous savez qu'au moment du 11 septembre, le premier chef d'État à téléphoner à George W. Bush et proposer son soutien, c'est Vladimir Poutine. Or, au fur et à mesure, en tout cas, c'est comme ça que lui l'a perçu, après toujours un peu des débats, mais essayons d'avoir une vue un peu, disons, équilibrée ou balancer des choses, il s'est senti manipulé concrètement et à chaque fois repoussé un petit peu dans ses retranchements. Et à titre anecdotique, les batteries anti-missiles ou les radars, disons, anti-missiles que les Américains ou l'OTAN, disons, a poussé en Pologne et notamment en République tchèque. C'était un peu trop près de la Russie. Voilà, mais surtout en disant que c'était pour protéger les Européens de l'Iran. C'était un petit peu un argument qui est moins... Alors lui, il dit trop c'est trop, maintenant ça suffit. Mais au fond, il y a du nationalisme chez Poutine. Il joue là-dessus, puis ça lui permet aussi d'évacuer les problèmes internes, donc, quelque part. Vous avez parfaitement raison. D'abord, il y a une vue nationaliste et un peu impériale, et en tout cas ancienne, de son pays et de son rôle. Il a aujourd'hui plus de 80% de soutien dans la population. Alors moins, sans doute, dans l'intelligentsia moscovite, ou les hommes d'affaires, mais dans la population, disons, générale, la réponse est clairement oui. Alors, ça, c'est le Poutine d'aujourd'hui, mais Poutine, lui, il veut l'Eurasie. Votre livre traite largement de tout ça. C'est une entité viable, économiquement, territorialement, face, par exemple, à l'Union européenne ou face à la Chine. Ça va tenir son truc, si j'ose dire. N'oubliez pas qu'il a une vraie, comme je viens de le dire, il a une vraie vision géopolitique. Donc lui, si vous voulez, d'abord, il faut bien comprendre que pour répondre à la question, la Russie est-elle européenne ou pas, qui est un vieux débat, finalement. Parce que finalement, la culture est européenne, la population est d'origine européenne, la majorité de la population se situe même clairement à l'ouest du pays. Or, si vous voulez, dans son histoire, les relations avec l'Ouest européen, que ce soit les Allemands, les Français, les Suédois, les Polonais, et les Britanniques aussi, en d'autres circonstances, ont essentiellement été conflictuelles. Alors que la partie Est, finalement, du pays, finalement, la conquête de cette Eurasie a été, si j'ose dire, toute proportion gardée, relativement paisible. C'est pour ça qu'il se tourne maintenant. C'est pour ça qu'il se tourne. Alors bien sûr, il y a un intérêt économique aussi. Les Japonais et les Coréens du Sud ont besoin du pétrole et du gaz russe qu'ils payent accessoirement plus cher que les Européens de l'Ouest. La Chine, bien évidemment, qui est l'acteur primordial dans toute la région. Alors, 1er janvier de l'année prochaine, cette Eurasie, elle existe, en tout cas sur le papier. Sur le papier. Il faut s'en inquiéter ou il faut tout simplement ne pas en tenir compte? Non, il faut certainement pas ne pas en tenir compte, ça c'est clair. Pour l'instant, si vous voulez, on est quand même qu'au début. Donc il y a les grandes idées, une fois encore, géopolitiques. Ça se matérialise. Mais pour l'instant, c'est plutôt une union douanière améliorée, un petit peu comme les prémices, si vous voulez, de l'Union européenne, avec les libertés fondamentales de circulation, des flux de capitaux et autres. Alors bien évidemment, ces flux de capitaux, suivant ce qui peut se passer avec les Occidentaux, peuvent clairement évoluer. Mais pour l'instant, c'est une union, je dirais, essentiellement économique. En revanche, il y a d'autres accords, qui est notamment ce qu'on appelle la coopération de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai. Qui existe là déjà. Qui existe très clairement, et qui, elle, comprend la Chine, et l'Inde comme membre, en tout cas observateur, et qui, elle, a d'autres objectifs qui sont beaucoup plus, disons, sécuritaires. Arnaud Leclerc, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « La Russie, puissance d'Eurasie ». Merci de nous avoir expliqué qui est Vladimir Poutine, si tant est qu'on puisse y arriver. Merci à vous. C'est le concept cher à Vladimir Poutine, la nouvelle Russie. Il ne dit pas l'empire russe, il utilise l'expression Novorossiya, et c'est nouveau puisqu'il en a fait part de ce concept au mois d'avril de cette année. Pour Poutine, cette nouvelle Russie se fonde sur ce qu'il appelle le rétablissement de la vérité historique. Et par exemple, le retour de la Crimée dans le giron russe, selon lui, c'est une manifestation de ce retour à ce que disait l'histoire. L'histoire, c'est celle de la Russie des tsars. Par exemple, dit le président, à l'époque des tsars, ni Odessa, ni Sébastopol, ni Donetsk ne faisaient partie de l'Ukraine. C'est donc, oui, vers une certaine Russie d'avant les soviets que se tourne le regard de Vladimir Poutine, lui qui parle des Russes ou russophones vivant à l'extérieur de la Russie même, comme étant des compatriotes, c'est-à-dire des Russes comme les autres, à condition bien sûr que ces Russes d'ici ou de là-bas se montrent eux aussi dignes et fiers de leur pays, la Grande Russie.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur cette édition de Géopolitis, à votre disposition des documents vidéo, de l'infographie, des sites internet, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.